Bonheur immense de vous retrouver en ce lundi 27 mai 2019, au lendemain donc de la célébration des mamans du monde entier. Nous sommes de retour pour vous servir, toujours à nos postes respectifs, pour bien sûr vous parler d'emploi aujourd'hui, c'est lundi, donc on va s'attarder aux faveurs faites aux personnes qui sont mariées, travailleurs hommes ou femmes mariés, les allocations familiales, dispositions en faveur de ces personnes-là qui convolent en juste noces et bien sûr qui se voient rétribuer des allocations. Mais ce n'est pas tout, et bien sûr en compagnie de mon Marco préféré, on aura à vous décortiquer le sommaire dans son entièreté. Merci beaucoup Alix, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Marco, comme elle a bien dit, elle a parlé de noces effectivement. Je suis officier d'état civil donc de la matinale à RTI 1. Le but c'est de vous faire épouser chaque jour le nouveau matin qui s'ouvre à vous comme un magnifique bouquet de fleurs. Et j'espère que vous allez dire oui, oui avec un gros O, bien sûr, O majuscule à cette émission nouvelle semaine que nous vous proposons, l'emploi, mais pas seulement, avec aussi d'autres démembrements. On va parler de sujets bon. Document de Guillaume Zéret qui parle des femmes seules à l'occasion de cette fête des mères, séance de rattrapage sur certains reportages. On va parler un peu de comment ça s'est passé et puis aussi la solitude de certaines femmes. Nous aurons tous les démembrements. Il est là, Régis Kofi, déjà dans ce studio pour la première salve d'infos. Ce sera dans quelques minutes. Exactement. Et dans quelques minutes également, on recevra M. Paul-Arnaud Ekou. Il est expert en droit routier, les préjugés et les idées reçues en matière de conduite automobile. On va casser tous ces préjugés-là dans quelques instants, mais sans fait de dégâts. Rien cassé sur la route, bien entendu. Retrouver un moral de fer, oui, c'est la thématique, la sémantique autour de laquelle va graviter votre rubrique Lundi Motivation que vous aimez de plus en plus. Soit dit en passant, vous avez été de plus en plus nombreux à nous suivre le vendredi dans notre spéciale Fête des Mères. Merci encore du fond du cœur et du fond du corps à toutes ces mamans, à tous ces messages qui affluent chaque fois que nous avons une émission. Merci, Matin Bonheur, très heureuse. Malgré le peu de moyens que nous avons de bénéficier vraiment de tant d'égards de votre part, surtout que depuis 2016, nous n'avons pas la chance d'avoir un spot qui vous donne toutes les heures précises de nos diffusions et rediffusions, n'est-ce pas, ma très chère? Exactement, mais on essaiera en tout cas de vous occuper et de vous maintenir avec nous tous les matins et bien sûr également à la rediffusion. On aura Instant Vérité, nous sommes lundi, donc Gabriel Zani se fera fort de questionner, pas cuisiner, questionner son invité sur un sujet d'intérêt public. Ce sera aux alentours de 6h41. Joyeux anniversaire, vous le savez, en ce lundi 27 mai, nous souhaitons vraiment du fond du cœur joyeux anniversaire à un des footballeurs les plus talentueux, les plus inventifs de sa génération, champion d'Afrique. Et puis vraiment en Europe également, il brille de mille feux. Gervinho, tout simplement, c'est lui qui célèbre un an de plus. Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire. Est-ce qu'il n'est pas blessé, hein? Il sera à la CAN, hein? Oui, il sera là. Il sera à la CAN, hein? On compte sur lui, on compte surtout sur son expérience pour vraiment parler, comme on dit, comme dit notre réalisateur, parler à tous ceux qui seront les plus jeunes dans l'équipe. Gervinho, c'est Jacques Brou qui écrit donc l'écriture technique, bien sûr, de cette émission. C'est le chef d'orchestre, un orchestre qui va vraiment commencer sa symphonie avec en ré majeur, Régis, pour le journal. C'est parti, le flash, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier point de l'actualité. Les mamans ont été célébrées hier dimanche. La région de la Nawa n'est pas restée en marge. Les femmes ont reçu des cadeaux du président du conseil régional. Sam Conan nous en parle. Les femmes de la région de la Nawa en fête. Ces femmes ont été célébrées ce jour au stade Charles Bouza d'Onwaï de Soubri. Elles ont abandonné leurs occupations le temps de cette célébration pour venir communier à l'occasion de la fête des mères. Il n'est pas exagéré d'affirmer que le bonheur de chaque famille repose en général sur la maman. À la maison, entre l'homme et la femme qui s'occupe de l'éducation de l'enfant. Est-ce que c'est pas nous? Qui reste auprès des enfants quand ils sont malades? C'est pas nous. La fête des mères est donc le jour choisi pour honorer les femmes. Le conseil régional, initiateur de cette fête des mères dans la Nawa,
entend mettre la femme au cœur de son programme social. Cette cérémonie est le témoignage de la place primordiale que vous occupez dans le tissu économique de notre région. Que le Conseil régional de la Nawa, en partenariat avec la COPEC, a mis en place un fonds de garantie pour le financement de projets et doté d'un montant de 140 millions de francs CFA. Et chaque année alimenté d'un montant de 70 millions de francs CFA. Invitée spéciale de cette fête des mères à Soubré, Maria von Kirchmann, l'épouse du chef de la délégation de l'Union européenne. Des dons en vivres et non-vivres, composés de riz, de pain, du matériel agricole et du numéraire, ont été remis à plus de 3500 femmes issues des différentes associations. Après Miantou, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est la commune d'Agou, à une quinzaine de kilomètres d'Adzopé, qui a accueilli le week-end dernier la deuxième édition de la Nuit du civisme, une action du secrétariat d'État chargé du service civique visant à accentuer la sensibilisation de proximité axée sur le civisme et la citoyenneté. Walter Amadou Ouattara. Commune d'Agou, à quelques encablures d'Adzopé, au rythme de la deuxième édition de la Nuit du civisme. Une activité du secrétariat d'État chargé du service civique soutenue par la LONASI. Des sketchs relatifs au respect des règles de la société, au respect des institutions coutumières et étatiques, ainsi qu'à la participation aux projets communautaires, tiennent en haleine les populations. Celles-ci sont invitées à changer de comportement afin d'être des citoyens modèles. Ainsi, pour leur bon exemple, le prix de l'élève et du jeune au meilleur comportement civique, sans oublier le prix de la femme et du chef canton exemplaire, ont été décernés. Je suis en 5e et j'ai eu 18,03 de moins. J'invite tous mes amis à travailler pour devenir un modèle comme moi. Une satisfaction pour Agnès Monet, maire de la commune d'Agou, qui prévoit institutionnaliser cette cérémonie de promotion du civisme. Monsieur le ministre, toutes mes félicitations pour cette noble initiative des caravanes de sensibilisation et de formation au civisme et à la citoyenneté à travers la Côte d'Ivoire et particulièrement dans la région de Lamé. Siaka Ouattara, secrétaire d'État chargé du service civique, n'a pas manqué de rappeler les objectifs du département qu'il dirige. Mon département s'est donné comme objectif de parcourir villes, villages et hameaux pour renforcer la formation civique et citoyenne des populations. Je voudrais donc vous exhorter, population d'Agou, à nous accompagner dans la promotion des valeurs civiques et citoyennes en adoptant et en cultivant les valeurs de tolérance, de pardon, de respect des us et coutumes, de solidarité nationale. Un défilé de jeunes tenant des pancartes avec un message de sensibilisation, un autre temps fort de cette nuit dédiée au civisme dans la commune d'Agou. 60 ans d'existence au service du maintien de la paix, le Conseil de l'Entente fête son jubilé de diamant. Les festivités qui durent 5 jours ont démarré samedi dernier au siège de l'organisation. Un événement festif marqué par des prestations artistiques, expositions d'art et des conférences-débats. Sidonie Davila. 60 ans, jubilé de diamant du Conseil de l'Entente en son et en rythme. Cadencé par les pas de danse des peuples africains, le moment se veut une occasion unique de découvrir simultanément les valeurs culturelles et artistiques du Niger, du Togo, du Bénin, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Les 5 pays qui composent le Conseil de l'Entente. Porté sur les fonds baptismaux, il y a de cela 60 ans, la création de cet instrument au service de la paix est une décision de Félix Houphouët-Boigny et de ses compagnons qui marque le processus de construction des jeunes États devenus indépendants en 1960. 60 ans après, quel sens? Les instruments mis en place, notamment le Fonds de garantie des emprunts du Conseil de l'Entente, ont permis de doter les États d'infrastructures économiques et de lancer des projets de développement au profit des populations.
C'est ainsi que plus de 6000 forages d'eau potable ont été réalisés dans les années 70 dans les 5 pays. Depuis 2012, le Conseil d'entente connaît un nouveau souffle. Par la volonté des héritiers des pères fondateurs, c'est le lieu de rendre hommage au président Patrice Talon du Bénin, Roch Marc Christian Kaboré du Burkina, Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, Issoufou Mahamadou du Niger et Faure Essozima Yassembe du Togo pour la clairvoyance dont ils ont fait preuve et leur engagement en faveur d'une organisation forte pour le bien-être des populations de nos pays. Sur 5 jours, le Conseil de l'Entente ouvre ses portes au public pour une célébration riche en événements, débats, conférences de presse, prestations artistiques. Chaque pays à l'honneur fera découvrir ses arts et ses cultures. Pour cette première journée, le Bénin assure. Voilà, c'est tout pour ce 6h. On se retrouve dans pas longtemps, c'est-à-dire à 6h30, pour développer l'actualité africaine. Alix, Merci. la gardienne du chrono, c'est bon pour lui? Oh, je regarde. 6 minutes. Monsieur, il vous reste encore 4. Alors, ça a été la fête des mères chez vous? C'était bien? Avec maman Brigitte. Maman Brigitte. C'était bien, maman Brigitte m'a appelé tard dans la nuit pour me demander son cadeau. Parce qu'en fait, je n'étais pas rentré avec le cadeau. Ah, d'accord. Ah, ce qu'on vous avait elle a remis. suivi. Justement. Elle a suivi. Elle a suivi. Ah, d'accord. Elle a pisté son cadeau. J'avais oublié. J'avais oublié le cadeau ici. Ah donc, bon? Elle a été ici? Elle a été ici. C'est risqué, ça, d'oublier un cadeau ici. Non, mais c'était... C'est dans le lieu sûr. En lieu sûr. Dans le bureau. Ah, ok. Ah, ok. En tout cas, on lui fait un gros bisou encore si on nous suit. Je sais que c'est une habituée donc, de la matinale, maman Brigitte, de notre très chère Régis. Et votre épouse, vous lui avez fait un cadeau aussi? Pardon, monsieur. C'est quoi ce silence? 23 millions de personnes vous regardent. Répondez, c'est Régis. C'est donc 7 milliards de personnes. Mais écoute, ça fera trop de cadeaux. Pourquoi? Tout ça. Bon. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, mon frère. Trop de cadeaux tue le cadeau. Non, du tout, je ne suis pas d'accord avec mais ça. vous-même, vous êtes un cadeau. Vous-même, vous êtes un cadeau à côté d'elle. Ça fait plaisir parce que le sacrifice consenti pour vous rendre père, il est inestimable. Donc, un cadeau symbolique serait le bienvenu. Est-ce que vous pensez aussi au sacrifice consenti pour vous rendre mère? C'est pas facile aussi. Ah bon? Et surtout que tout le monde n'a pas cette chance-là de vivre en couple. La preuve, Guillaume Zéré, incursion donc dans une certaine façon de penser. De plus en plus, il y a énormément de femmes seules, ici comme ailleurs. C'est dû à quoi? On va essayer de voir un peu la quintessence du reportage de Guillaume Zéré. Annick est une femme seule. À plus de 40 ans, elle n'a pas encore d'enfant. Elle fait partie de ces femmes tristes quand vient la fête des mères. Quand tu vois une autre femme en train d'être chouchoutée par son enfant, automatiquement, il y a le pincement au cœur. Et vraiment, c'est difficile à supporter. Sans enfant, abandonnée par son conjoint après une dizaine d'années de vie commune, Annick fait partie de ces grandes oubliées de la fête des mères, comme Esther, qui a dû revenir vivre ici en famille après 23 années de vie en commun, pour les mêmes raisons. Il m'a laissé seul dans la maison et il est parti. Parce que je n'ai pas eu d'enfant. Je n'ai pas droit à la parole. Il m'a privé de tout ce qui était joie. Je n'avais plus de plaisir. J'étais là comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, je suis là. Je n'ai pas encore eu d'enfant. Je suis là. Dans nos sociétés africaines, l'enfantement est considéré comme une bénédiction. Se marier et avoir des enfants, c'est faire sa fierté et celle de sa famille. Des considérations qui en rajoutent aux frustrations des personnes sans enfants. Les frustrations, ça c'est au quotidien. Il y en a qui le font de façon directe, mais d'autres dans la plaisanterie. Toi, tu es là uniquement que pour bouffer l'argent de notre frère ou bien de notre enfant et on n'a pas de résultat. Ça, c'est choquant. Celui même avec lequel tu vis, lui-même, il te dit que non, qu'il ne se voit même pas en train de te souhaiter bonne fête parce que tu n'enfantes pas. Donc, si ses parents aussi arrivent à te dire des choses, lui ne va pas prendre ta défense. Tu vas être toujours frustré. Kipré Marie, elle, n'est pas une grande oubliée. Elle est agent de santé. Et depuis une dizaine d'années, son ONG Espérance Maternité s'est posée comme un soutien fort à ces femmes dites stériles. On a constaté qu'en Afrique, une femme n'a pas d'enfant, elle est maltraitée, stigmatisée, rejetée.
Donc, cette ONG est venue pour leur aider à remonter le moral, à les aider médicalement, à faire des examens, à connaître les causes de l'infertilité. Le combat que nous menons, c'est vraiment que les hommes puissent comprendre que l'homme aussi peut être infertile. Espérance Maternité vole au secours des grandes oubliées en prodiguant conseils et suivi médical. Edwige Kwaku en a fait l'heureuse expérience. Après 6 années de mariage, elle est aujourd'hui une femme différente avec ses 2 enfants. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants qui font vraiment mon bonheur parce que j'ai demandé à Dieu qu'il voulait un seul et j'en ai eu jusqu'à 2. Quand je fais des mères, je suis heureuse de voir les enfants. C'est vrai que l'autre ne sait pas parler encore, mais le plus grand qui vient, qui me dit bonne fête maman, ça me fait très plaisir. Hier, souffrant dans le silence, Edwige, tout comme Barakissa Koulibaly, attendent aujourd'hui avec beaucoup d'impatience la fête des mères, un signal fort à celles qui subissent encore le poids des préjugés. Si Dieu a permis aujourd'hui que je sois une femme fertile, alors que hier j'étais infertile, il peut aussi faire pour mes soeurs qui sont aujourd'hui dans la même situation. L'ONG m'a soutenue pendant que j'en avais besoin. La prière et l'aide aussi m'a permis aujourd'hui de pouvoir avoir 2 enfants. Donc je leur souhaite la même chose aussi. La fête des mères, un moment pour les enfants de montrer des marques d'affection aux parents. Certes, il y a celles qui sont oubliées parce que sans enfants, mais elles sont aussi nombreuses, ces femmes sans enfants, qui sont aussi comblées le dernier dimanche du mois de mai. Comme quoi, être maman, ce n'est pas seulement enfanter, ce peut être aussi porter de l'amour à l'enfant de l'autre. C'est clair, franchement, par rapport à la chute de notre cher confrère Guillaume Zéré, c'est vrai que être mère, c'est pas forcément porter un enfant en son sein. Hein. Il y a des enfants qui demandent à être aimés dans des pouponnières, dans des orphelinats. Il faut juste les adopter et puis jeter son dévolu sur eux. Tout simplement, ça confère aussi les mêmes droits que d'être maman. Guillaume Zéré, hein, dans ses reportages, comme elle les aime, ça nous aura tant manqué cette saison. Et puis, pour rester dans ce qu'il a dit, c'est que ce que nous célébrons, ce que le monde entier célèbre, au fait, ce n'est pas seulement les mamans qui ont des enfants. Hein. Ce sont des femmes qui ont l'esprit maternel. Parce qu'il y a des femmes qui ont des enfants, mais qui n'ont aucun esprit maternel. Ouais. Voilà, on célèbre ces femmes-là qui n'ont jamais eu d'enfants, mais qui ont une manière de vous prendre, ont une manière de vous guider. Et vraiment, quand vous découvrez après qu'elles n'ont jamais eu d'enfants, ça vous étonne. Bio, mais qui élèvent les enfants d'autrui. Et puis, comme Alix l'a dit, par rapport à l'infertilité, tout ça, faut être un peu ouvert et essayer des voies légales qui s'offrent à vous, l'adoption et tout. Tout ça, il faut que, de façon psychologique, on puisse être décomplexé par rapport à ça. Ouais. Et puis, si vous êtes dans cette situation, le qu'en dira-t-on ne doit pas du tout vous toucher, quoi. Parce que si vous voulez considérer le qu'en dira-t-on, vous serez triste toute votre vie. Hein, il faut faire fi. Faites comme les animateurs télé. Comme disait quelqu'un, de mes mentors, Barthélémy Nabo, on prend ce qui est bon et le reste, on jette. C'est tout. Voilà. N'est-ce pas? Avec le sourire, on est là. Avec le sourire, voilà. Malgré nos yeux bridés et autres. Alors, Monsieur Ekou, il est là, avec beaucoup de plaisir. C'était bien la fête des mères, bonjour. C'était très bien. Super. Mais avec votre éloquence, je viens de me rendre compte qu'il faut que je redise encore aujourd'hui bonne fête des mères à mon épouse et à ma mère. Ah, ben vous avez été inspiré en tout cas. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil, Monsieur Ekou. C'est aussi ça notre rôle. Vous avez fait une infidélité la dernière fois, vous n'étiez pas là, Monsieur Ekou. Ça s'est bien passé le voyage? Ça s'est très bien passé. J'ai découvert d'autres situations de route dans d'autres pays. Alors, en attendant votre départ bientôt pour la Chine, j'imagine les routes n'ont rien à voir avec celles que nous avons ici. On va parler aujourd'hui des préjugés et idées reçues en matière de conduite automobile. Ah, Dieu sait qu'on a de nombreux préjugés, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Alors, heureusement que vous êtes là. Merci beaucoup. Alix, on commence par quoi? Bien sûr, on va essayer de situer le sujet. Par exemple, on parle des femmes qui conduisent moins bien que les hommes. Préjugés, bien évidemment. Non, laissez-y va répondre. Non, mais sans parti pris en même temps. Je suis d'accord avec Alix. Préjugés, en tout cas. Merci, je pense que moi... Même des femmes qui filent, qui roulent à combien de kilomètres de BGV jusqu'à ici? En fait, on parle de certains baromètres. En criant tous les feux? En criant tous les feux. Bon, je n'ai pas l'occasion d'en voir beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui crient plus de feux. Je pense que le baromètre, c'est l'accidentologie. On s'est rendu compte que dans une population de femmes, il y a moins de femmes qui sont impliquées dans les accidents que les hommes. Donc, bien évidemment, c'est un baromètre assez efficace pour dire que les femmes conduisent un peu mieux que les hommes.
Ok. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire pour la conduite en ville. Vrai ou faux? On va dire vrai et faux. C'est totalement faux pour la plupart des... C'est faux. C'est faux. Pour la plupart des conducteurs. C'est faux. C'est au faux. Vraiment, c'est dans le faux. Vrai ou faux, ça donne frais. Frais ou faux. En fait, la ceinture de sécurité est obligatoire pour tout le monde, même en ville, sauf pour les chauffeurs de taxi, pour les conducteurs d'ambulance et les véhicules de police. C'est une Pourquoi ces spécificités? Taxi, vous entendez par là, wara aussi? Bon, là, c'est une bonne question, mais on n'attend pas conducteur de taxi tout véhicule qui est destiné au transport public de personnes. Baka? Non, pas les Baka en tout cas, pour le moment les taxis. Mais bon, on n'a pas encore trouvé le statut juridique des Baka. On va peut-être les mettre dans les taxis. Le fait est que c'est des usagers qui vont fréquemment s'arrêter, qui sont appelés à entreprendre des manœuvres, soit pour faciliter la descente des passagers. Donc, on leur permet, on leur autorise, un peu comme les ambulanciers, les policiers, à déroger à cette règle. Mais pour la plupart des autres conducteurs, c'est obligatoire et en ville. Et les chauffeurs de bus, de la Sotra, qui n'ont pas de ceinture? Exactement. Bon, est-ce que c'est normal? Généralement, c'est le constructeur qui a construit son véhicule ainsi parce qu'il a mis d'autres systèmes de sécurité. Voilà, donc c'est pourquoi on n'insiste pas. Mais la législation évolue beaucoup. Dans beaucoup de pays, on impose que le chauffeur de bus, les chauffeurs de car, même les passagers des cars aient des ceintures de sécurité. D'accord. Connexion entre la célébration de la veille et notre sujet. Est-ce que les femmes enceintes, c'est conseillé pour la ceinture? Oui, ça c'est un préjugé. On a l'impression que c'est un peu dangereux pour les femmes. C'est pas vrai. On a eu à en parler ici. D'ailleurs, la ceinture de sécurité, d'après les études qui ont été faites, a contribué à sauver la vie de plusieurs femmes enceintes de leur bébé. Donc, c'est conseillé pour les femmes. Il faut savoir bien porter la ceinture, surtout en prenant soin de le passer sous l'épaule et sous le bassin. Donc, c'est vraiment recommandé aux femmes enceintes de mettre la ceinture. Contrairement à ce qu'on laisse croire, ce n'est pas du tout dangereux, ce n'est pas du tout déconseillé. Voilà. Alors, un autre sujet également qui suscite des discussions, M. Ekou. Est-ce que conduire en tongs, en sandales, est-ce que c'est permis ou pas? Suivez mon regard. Oui, c'est tout. Mon regard, c'est M. Ekou, c'est pas vous. Qui s'excuse, et les femmes aussi, hein. Oui, parce que c'est vrai que c'est les femmes qu'on incrimine. Généralement, les femmes que moi je vois conduisent pieds nus. Donc, elles ont pris conscience que les tongs, ce n'est pas conseillé. C'est même interdit parce que le principe, c'est d'être maître de son véhicule. Et on s'est rendu compte que conduire en tongs, conduire en sandales, ce qu'on appelle communément les tapettes, ça aggrave le risque de ne pas maîtriser les pédales. Donc, très souvent, il est arrivé que des agents de la circulation vous verbalisent pour ça. D'accord. Mais c'est beaucoup vu dans les cas de voitures. Oui, surtout dans les transports en commun, même c'est totalement interdit parce que là, vous mettez manuelles, oui. Alors, après les tongs, on passe au port du casque. Le port du casque n'est pas obligatoire pour les tricycles et les quads. Oui, c'est les catégories de cycles. Malheureusement, le test de loi qui réglemente le port du casque ne les a pas inclus. Donc, on a tendance à croire que ce n'est pas obligé. Quand on conduit un tricycle, qui est une catégorie de moto, des fois, c'est une moto qu'on a juste à améliorer ou aménager. Ce n'est pas obligatoire. Mais généralement, il est recommandé que pour tout véhicule qui n'est pas couvert, où il n'y a pas d'autres systèmes de sécurité comme les tricycles, il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas d'autres systèmes de sécurité, mieux vaut mettre son casque. C'est vrai que la loi ne l'a pas prévu, mais très souvent, la législation évolue. On recommande le port du casque pour les tricycles, les quads. Alors, autre question, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes à vos calepins. Lorsque le feu accélère, mon très cher Ekou, lorsque le feu est à l'orange, est-ce qu'on doit accélérer, passer rapidement avant que... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est permis, c'est toléré? C'est le préjugé le plus commun, le plus courant. On est tous coupables. En principe, le feu orange vous invite à vous arrêter. C'est ce que la législation dit. D'accord? On dit que vous êtes autorisé à passer lorsque votre arrêt va être brusque et qu'il pourrait mettre en danger des usagers derrière. Généralement, le feu orange dure 3 secondes. Donc, dès que vous voyez que l'orange, vous vous arrêtez. En 3 secondes, on permet, surtout l'agent peut permettre de passer lorsqu'on a généralement à moins de 10 mètres. Donc, ce n'est pas très long. Donc, on peut passer même à l'orange sans prendre le risque de mettre le temps en danger. 3 secondes pour eux. Très souvent, on pense que quand c'est orange, il faut accélérer, passer avant le rouge. Ce n'est pas le cas. Dès que le feu devient orange, on s'arrête. Si on l'a vite vu, c'est quand on n'a pas été en mesure de le voir atteindre qu'on ne peut pas freiner brusquement qu'on vous autorise à passer. Et comme les agents de la circulation très souvent sont passés de l'autre côté du feu, ils apprécient moins ce geste-là. C'est pourquoi on a l'impression que c'est toléré. Mais dans la législation, au plan international en Côte d'Ivoire, c'est recommandé, c'est obligatoire même de s'arrêter. Voilà, je peux dire ça comme ça. Arrêt. Alors, le téléphone au volant est interdit, mais on peut utiliser le kit main libre, oreillette, système Bluetooth, par exemple. Notre législation, notre texte qui est récent, il est très strict dessus. C'est
et le téléphone et tout appareil qui peut permettre de parler avec les mains libres. Donc, c'est le système de communication par le téléphone, que vous avez le téléphone en main qui soit posé, comme on le fait souvent en mettant le haut-parleur qui est... Donc, avec les vidéosurveillances, même quand on va voir avec le port du casque volant, on pourra même vous verbaliser parce que c'est interdit d'utiliser le téléphone ou de contourner. On dit que c'est interdit de téléphoner en situation de conduite. Pas de tenir le téléphone, mais de téléphoner en situation de conduite. Et généralement, on pense que comme on a l'habitude de causer avec un chauffeur, mais d'écouter la radio, c'est les mêmes réflexes. Ce n'est pas les mêmes réflexes. Il a été démontré que téléphoner au volant appelle d'autres facultés qu'on n'est pas capable de maîtriser lorsqu'on est au volant par rapport à une discussion simple avec un copilote ou en écoutant la radio. Donc c'est pourquoi on a pris la décision de tout interdire, et le téléphone, et les kits, et tout ce qui peut contribuer à communiquer. Il faut préciser par rapport, parce qu'il y a des véhicules où qui sont il y a la connexion dotés exactement, où il y a des, avec le téléphone. Est-ce que les médecins, il y a certains corps qui sont tolérés, par exemple les journalistes, les médecins? Il a été clairement précisé que seuls les policiers, les gendarmes et les ambulanciers. Les médecins n'ont pas été expressément prévus. Bien souvent, il y a des merci aux policiers qui nous laissent passer lorsqu'ils voient le badge RTI de fois au téléphone pour le travail. Il y a urgence. Il y a un invité qu'on ne peut pas rater. Il y a un invité qu'on ne peut pas rater qui est de passage à Abidjan. Donc on l'appelle. Mais c'est une tolérance. On n'a pas été prévu par la loi. Mais il ne faut pas en abuser. Alors, Monsieur Ekou, je veux passer mon examen de conduite, tout ça. Est-ce que c'est de bonne loi de me faire aider par un proche qui n'est pas spécialiste d'auto-école, par exemple? Parce que savoir conduire est différent de savoir respecter tout dans l'esprit de la conduite. Mais bien au-delà, chez nous aussi, on a interdit d'apprendre à conduire. Contrairement à ce qu'on fait ailleurs, comme la conduite accompagnée, la conduite suivie, chez nous, il est formellement interdit d'apprendre à conduire en dehors d'une auto-école. Il est formellement interdit, et c'est même un délit que d'apprendre à conduire en dehors d'une auto-école. Celui qui apprend à conduire est puni, c'est lui le conducteur. Donc les séances de 10 conduites, des tout ça, c'est pas légal. C'est un délit. Tout le monde est passé par là. C'est un délit. Si tu veux bien conduire, va chez les chauffeurs de chauffeurs de boîte. Ils vont bien t'apprendre. J'ai entendu dire, mais moi, je savais conduire avant d'avoir mon permis. Donc là, il y a un délinquant, malheureusement. Il y a un délinquant, malheureusement. Et ils savent ça, les moniteurs. Quand vous savez conduire, lorsque vous démarrez, quand vous êtes en plein examen, ils savent, ils remarquent. Évidemment, parce qu'il y a des réflexes. Oui, il y a des réflexes, évidemment. Et des fois aussi, on apprend à conduire, puis après, on va s'inscrire. Oui, malheureusement, oui. Mais comme je l'ai dit, c'est un délit. Ce n'est pas juste une interdiction, mais c'est un délit, c'est puni par la loi. Ça va jusqu'à 6 mois d'emprisonnement. Voilà. Ah ouais? Oui, si. On ne savait pas conduire avant. Alors, c'est légion de voir. Indulgence, nouveau chauffeur, ayez pitié, ou bien même dans notre langage ici, sciencé en pro. Alors, est-ce que c'est autorisé de coller nouveau chauffeur à son véhicule lorsqu'on vient d'avoir son permis de conduire? C'est vrai que des fois, on a tendance à se moquer de ceux qui le mettent. On estime que ce n'est pas logique que quelqu'un qui a le permis de conduire puisse indiquer. Il y a quelqu'un qui m'a même sorti une boutade, on n'a jamais vu un nouveau pilote sur un avion, sinon on ne monterait pas. Mais contrairement à un véhicule, la législation autorise différentes commandes. Par exemple, en France, il y a un permis transitoire, qui est le permis probatoire, qui peut durer 3 ans quand vous venez l'avoir. Dans d'autres pays, il y a des permis jeunes, il y a des restrictions pour les nouveaux chauffeurs. Donc, il est recommandé. Chez les anglophones, c'est L. C'est L. Et chez les francophones, chez les francophones, c'est A. Ça veut dire apprenti conducteur. Apprenti conducteur. Donc, chez nous, on n'a jamais vu ça ici. Dans la législation, j'ai vu une thèse de loi, mais il y a longtemps, dans les années 59-60, qui avait recommandé ça, mais qui malheureusement a évolué. Donc, on l'a supprimé. Et c'est de bonne loi que les chauffeurs prennent ces précautions déjà pour l'assurance, parce que vous avertissez celui qui est en face de vous que vous manquez d'expérience. Donc, il doit faire plus d'efforts que vous. Pourtant, c'est le contraire. Malheureusement, généralement, quand on voit ça, on a tendance à acculer la personne. J'ai déjà vu des hommes au volant, ils mettent nouvelle conductrice, je ne sais pas pourquoi ils ont honte. Mais c'est une personne qui est au volant. D'accord. Merci pour la leçon du français. C'est une personne. Merci pour la leçon du français. C'est la voiture de son épouse, tout simplement. C'est une personne. Mais généralement, moi, je le conseille, je le recommande, il ne faut pas en avoir honte, parce qu'il y a une étape d'expérimentation qu'il faut vivre pour maîtriser le volant, pour maîtriser la direction. Il ne faut pas avoir honte. Et l'exigence vis-à-vis aussi. Si vous avez appris à conduire à Abidjan, vous pouvez conduire à Bangkok. Exactement. Merci beaucoup pour Abidjan. Alors, pour aider un proche dont le véhicule est en panne, ça c'est Alix et Marco, ça. À 4 h du matin, on est en panne, Alix vient tirer la voiture de Marco. Est-ce qu'on peut, pour aider un proche dont le véhicule est en panne, on peut attacher son véhicule à notre tour pour le tirer? Le remorquage à l'africaine de ça, on attache avec une ceinture de sécurité, on prend une corde, on tire, c'est monnaie courante sur nos routes. On est équipé maintenant. C'est compliqué de le dire ici parce qu'il y a 2 situations à prendre en compte. Le fait ici ressemble à un remorquage, mais notre remorquage est très bien réglementé.
Donc notre remorquage, on a défini ce qu'est les véhicules à remorque. Donc votre véhicule, tu as un moteur, tu roules, quand il est en panne, ce n'est pas une remorque, ce n'est pas la peine de le remorquer. Soit vous avez l'équipement pour déposer sur les remorques et puis tirer. Et puis, bon, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine de tirer. Ça fait appel à une deuxième catégorie. Pour pouvoir tirer un véhicule à votre voiture, il ne faut pas dépasser 750 kg. Dans le code, on a vu le permis B, vous autorise à conduire un véhicule particulier avec possibilité d'atteler un autre véhicule, une remorque de moins de 750 kg. Donc lorsque vous attelez une autre voiture qui fait entre 1 tonne 2 et 1 tonne 5, vous contrevenez à la loi. Là. Donc soit votre permis B n'est plus valable puisque vous êtes en train de tirer plus lourd que vous, et votre véhicule n'a pas été conçu pour tirer notre véhicule derrière vous. Donc notre législation est très rigoureuse dessus, ce n'est pas permis, ce n'est pas toléré, et donc c'est une pratique à bannir. Alors Monsieur Ekou, qu'en est-il des 2 roues qui roulent sur le trottoir, qui circulent sur les trottoirs? Oui, on en a parlé ici également. Les cyclistes, que vous soyez à vélo ou à moto, vous êtes tenus de circuler sur la chaussée. Voilà, donc généralement je dis aux automobilistes d'être indulgents aussi vis-à-vis des cyclistes, comme on l'a dit, ce sont les usagers vulnérables. Il faut leur permettre de passer sur la chaussée au même titre que le véhicule automobile. Circuler sur le trottoir n'est autorisé que pour un conducteur à vélo qui pousse son vélo, il est à pied, donc il est à la fois piéton et puis voilà. Mais quand il est sur son vélo, il doit circuler sur la chaussée. Il doit prendre la chaussée comme les véhicules, tout autre véhicule. Voilà un peu. Merci beaucoup, M. Ekou, pour ces idées reçues et puis pour votre éclairage. C'est ça aussi l'esprit de Matin Bonheur. C'est le premier rendez-vous de cette semaine. Nous sommes ouverts. La boutique matinale est ouverte tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 5h55 jusqu'à 7h30. 95 minutes de plaisir, de discussion, de sensibilisation et d'infos. Tenez, la météo est à suivre également. Nous aurons Régis et juste après lundi, motivation. Vous êtes à Matin Bonheur, réalisation M. Jacques Brou. Mesdames et messieurs, bonjour. La matinée s'annonce nuageuse avec des passages éclaircis des régions partant du rivage océanique à la bande centrale. Des pluies matinales ne seront pas écartées dans le sud ainsi que sur la bande centrale. Au nord, le soleil prendra le dessus, mais les nuages manifesteront leur présence. Pour les températures de la matinée, 26 à Abidjan ainsi que dans la ville d'Adiaké, 24 dans la ville de Bondoukou, 25 à Bouaké ainsi que dans la ville de Daloa, 26 dans la région d'Unzi, 25 dans la région du Go, 24 degrés à Korogo, Mans et Odiéné, 25 à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 26 degrés dans le district de Yamoussoukro. L'après-midi s'annonce ensoleillé dans l'ensemble du pays. Les nuages bas seront nombreux dans le ciel avec parfois des pluies dans le sud, le centre à l'ouest du pays. L'est verra des orages accompagnés de pluies modérées à fortes venant du Ghana. Ces phénomènes toucheront également les régions du nord. On y va pour les températures de l'après-midi, 32 à Abidjan ainsi que dans la ville d'Adiaké, 34 degrés à Bondoukou, 32 à Bouaké ainsi que dans la ville de Daloa. La ville de Dimbokro affichera 35 degrés, 32 dans la région du Gor. La ville de Korogo affichera 33 degrés, 32 degrés dans la ville de Mans, 34 à Odiéné, 32 degrés dans la ville de San Pedro, 30 degrés à Sassandra ainsi que dans la ville de Tabou et enfin 32 degrés dans le district de Yamoussoukro. Merci pour votre attention. Excellente journée à tous. Madame, Monsieur, bonjour. Voici le point de l'actualité africaine.
On démarre tout de suite au Burkina Faso où 4 fidèles ont été tués hier pendant une messe lors d'une nouvelle attaque contre une église catholique à Toulfé, localité du nord du Burkina Faso. Selon une source sécuritaire, des individus lourdement armés ont attaqué l'église du village au moment où les fidèles célébraient la messe du dimanche. L'attaque a eu lieu aux environs de 9 h, temps universel. Le président des Comores, Azali Assoumani, a été officiellement investi hier, 2 mois après sa réélection controversée à la tête du pays. Il a promis des mesures d'apaisement vis-à-vis de l'opposition, l'opposition qu'il accuse d'avoir bourré les urnes. Chef de l'État de 1999 à 2006, réélu en 2016, le colonel Azali Assoumani, ancien putschiste, a été déclaré vainqueur du scrutin du 24 mars dernier. Présidentielle en Algérie, les candidatures d'Abdelhakim Hamadi et Hamid Touari ont été reçues après l'expiration du délai fixé samedi à minuit. La réception de ces 2 dossiers au-delà du délai indiqué jette le doute sur leur recevabilité, mais le Conseil constitutionnel déclare dans un communiqué avoir enregistré le dépôt de 2 dossiers de candidature. En République démocratique du Congo, l'opposant Moïse Katumbi attend toujours en Afrique du Sud l'autorisation de survol et d'atterrissage de son avion à Goma, ville de l'Est du pays, où il comptait se rendre 6 jours après son retour d'exil. L'aviation civile n'a pas libéré l'autorisation de survol, a écrit sur son compte Twitter Olivier Kamitatou, porte-parole de l'opposant. Au Soudan, le principal parti d'opposition a déclaré hier rejeter la grève générale prévue demain par des dirigeants de la contestation, signe d'une division au sein du mouvement qui fait pression en ce moment sur les militaires en vue d'un transfert du pouvoir aux civils. Et puis on termine au Sénégal. Adja Astou Cissé, employée par une télévision privée, a été libérée hier par la gendarmerie. Interpellée samedi à Dakar, elle a été placée en garde à vue pour ses propos sur le viol dans les sociétés Peul. Lors d'une émission jeudi dernier, elle a déclaré que les viols étaient nombreux dans les anciennes sociétés Peul. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve tout à l'heure à 7 h. Merci Régis, franchement. Un sujet sensible, hein, comme quoi. Sensible. Il faut informer aussi, ouais, moi je pense. Il y a des lanceurs d'alerte partout, donc il faut quand même affiner, voir un peu ce qu'on peut faire pour vraiment communiquer et surtout toucher toutes nos populations, tant au niveau rural, au niveau de tout ce qui concerne aussi notre culture. Alors, informer, c'est ce qui va arriver dans quelques instants dans la capsule Instant Vérité. Capsule parce que cet échange a été enregistré, préenregistré, on vous le diffuse. Aujourd'hui encore, l'école à l'honneur, le thème grève dans les universités. À quand le consensus? L'invité, M. Afion Kwadio, vice-président chargé de l'enseignement, de la pédagogie et de la vie universitaire à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Instant Vérité. Bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans Instant Vérité. Vous êtes bien évidemment dans Matin Bonheur. Alors, plus rien ne va entre la présidence de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et la CNEC, la coordination nationale des enseignants-chercheurs de Côte d'Ivoire, en grève depuis une semaine. Tout le nœud de la crise, le calcul des heures complémentaires. Les enseignants-chercheurs affirment avoir été abusés. Ils crient à l'injustice. La présidence de l'université défend ses positions et dit avoir respecté les règles en la matière. Alors, mesdames et messieurs, quelle est donc la réglementation en vigueur dans le mode de calcul des heures complémentaires? Quel est le point de désaccord entre la présidence de l'université et la CNEC? Y a-t-il un consensus nécessaire entre les différentes parties pour sauver les années universitaires encore dans l'impasse? Pour répondre à ces questions, nous recevons le professeur Afion Kwadio. Il est professeur titulaire des universités, spécialiste des télédétections appliquées en océanographie. Mais vous êtes sur ce plateau, professeur. La CNEC est rentrée une énième fois en grève. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui se passe réellement à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody? Merci, madame. Je pense que je vais vous surprendre. Je suis ce matin sur ce plateau, non pas pour dire ma vérité,
mais pour retracer les faits tels que ça se passe sur l'espace universitaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que, comme vous l'avez si bien dit, les remous qu'on observe sur l'espace universitaire tiennent à une seule chose, les heures complémentaires. Et je souhaiterais qu'on se donne un peu de temps pour expliquer cela à la communauté ivoirienne et à la communauté internationale. Alors, bien, dites-nous, comme vous l'avez si bien dit, pourquoi les heures complémentaires posent problème? Mais en réalité, les heures complémentaires en tant que telles ne posent pas problème. Comme quelqu'un l'a dit, il faut travailler plus pour avoir plus. Les heures complémentaires sont des heures qu'on fait au-delà de ce qu'on normalement devrait faire et qui méritent qu'on soit payé. Alors, cela est encadré par deux textes majeurs. Il y a deux décrets. Le décret 76-422 du 3 juin 1976, qui autorise donc les enseignants à faire des heures de vacation. Mais également le décret 77-57 du 21 janvier 1977, qui détermine l'obligation de service des enseignants. Mais ces décrets-là disent quoi? Ces décrets-là disent que quand on est professeur, c'est-à-dire professeur titulaire, professeur de rang A, c'est-à-dire professeur titulaire ou maître de conférence, alors en ce moment-là, nous avons le devoir, pour être payé, pour avoir notre salaire de fin de mois, de faire 5 heures d'enseignement en présentiel par semaine. Là, ce sont les heures dues à l'État. Ce sont les heures dues à l'État. Bon, et c'est ça qui fait qu'on est payé. La catégorie B. La catégorie B, ceux-là, ce sont les maîtres assistants et les assistants. Et ceux-là, ils ont le devoir d'exécuter 8 heures d'enseignement en présentiel par semaine. Et ça, c'est important. Je pense qu'il faut souligner, c'est par semaine. Bien. Et si vous prenez ce raisonnement-là, vous allez bien comprendre que quand les syndicats viennent vous dire que le prof de rang A, il doit faire 200 heures par an, ou le prof de rang B doit faire 240 heures par an, ce n'est pas juste. Parce que c'est en fonction du nombre de semaines qu'on exécute dans une année donnée que vous allez pouvoir déterminer vos heures dues. Alors, combien dure une année universitaire? Alors là, ça varie. Ça varie? Ça varie parce que, comme vous le savez, il y a toujours des difficultés, des remous, comme vous le dites, qui font que souvent, on ne réussit pas à exécuter les 30 semaines qui, initialement, étaient dévolues pour l'exercice de l'enseignement pour le compte d'une année. Alors, si vous comptez 30 semaines pour un prof de rang A qui doit faire 5 heures par semaine, ça fait combien exactement? Ça fait 150 heures. Et pour la catégorie B? Pour la catégorie B, si vous multipliez 8 heures par semaine, multiplié par 30 semaines, ça vous fait 240 heures. Alors, allons sur cette base-là. Vous avez étudié le calcul des heures complémentaires et tout cela avec, pour les enseignants, et la SENEC vous reproche d'avoir changé le mode de calcul des heures complémentaires. Alors, pourquoi vous avez changé? Alors, vous imaginez un seul instant que si on avait changé ce mode de calcul, il y aurait seulement la SENEC qui se serait soulevée pour demander qu'on rétablisse. Expliquez-nous, monsieur, voilà, s'il vous plaît. Donc, c'est cela que je veux vous expliquer. Si on avait changé le mode de calcul, c'est tous les enseignants, y compris les non-syndiqués, qui se seraient levés. La question, c'est voilà. Est-ce que vous avez changé le mode de calcul Alors, des je heures vais vous complémentaires, expliquer. oui ou non? Oui, je vais vous expliquer. Lorsque les enseignants viennent dire qu'on a changé de mode de calcul, en réalité, c'est quand ils constatent que les heures qu'ils ont déclarées ne sont pas payées vraiment avec exactitude à l'heure près, que ça a été contrôlé, payé à la hauteur de ce qui a été retenu. C'est à ce moment-là qu'ils disent qu'on a changé de mode de calcul. Mais je vais vous expliquer. La seule difficulté que nous avons au niveau des universités, de façon générale, c'est que les heures complémentaires sont sous le régime
de la déclaration par l'enseignant qui a fait les heures. De sorte qu'à la fin de l'année, chaque enseignant vient avec les heures qu'il déclare avoir fait. Mais au niveau de l'administration, il est de notre devoir de contrôler pour voir si cela a été réellement exécuté ou pas. Alors, donc, au niveau des heures exécutées, des heures déclarées, je vais vous poser la question de savoir, est-ce que vous avez appliqué un bréviaire sans consulter au préalable les enseignants-chercheurs? Non, alors avant d'arriver au bréviaire, le bréviaire déjà c'est... Non, mais répondez à la question. Oui, alors, le bréviaire en réalité, c'est un document qui s'appelle Règlement des heures d'enseignement et d'encadrement. C'est ce que nos amis appellent bréviaire. Mais dans ce bréviaire, entre autres, il est indiqué comment on doit rémunérer les heures. Alors dites-nous exactement comment on doit rémunérer les heures complémentaires. Alors, comment on doit rémunérer les heures, ça va partir de la façon dont on va déterminer le nombre d'heures que chaque enseignant va exécuter. Mais ce nombre d'heures d'enseignement va être fonction du nombre de groupes que vous allez avoir. Alors, dans ce règlement intérieur, il est bien indiqué qu'un groupe, pour qu'on constitue un groupe, il faut que le nombre d'étudiants varie de 30 à 35. Alors, compte tenu de la pénibilité du travail, selon qu'il y a beaucoup d'étudiants ou pas, on a pris dans ce test de 1999, qui date de loin, vous voyez, ça a été établi sous la présidence du professeur Owo, oui, qu'un groupe normal, ça varie de 30 à 35. Dans ces conditions-là, si vous prenez ce groupe, si vous avez exécuté 2 heures, on vous compte 2 heures. Mais si le nombre d'étudiants varie de 36 à 45, on va vous multiplier par un coefficient 1,5. En d'autres termes, si vous avez fait 1 heure, on vous comptera 1 heure et demie. Et quand le nombre d'étudiants va varier de 46 à 60, alors on vous compte 2 fois le temps que vous allez passer en présentiel pour exécuter l'enseignement pour ce groupe-là. Oui, mais en fait, vous n'avez pas répondu à la question, c'est vrai. Vous avez donné des explications qui peuvent nous permettre de comprendre un peu comment vous faites le calcul. Mais est-ce qu'il est vrai que vous avez changé le bréviaire sans informer au préalable les enseignants-chercheurs? Oui, mais on ne peut pas changer puisque, comme je le dis, ce sont des tests qui sont pris au vu et au su de tout le monde. Et comme je le dis encore une fois, si on avait changé, c'est toute la communauté universitaire qui se serait levée pour contester cela. Mais justement, voilà. On ne comprend pas comment un syndicaliste peut arriver sur le plateau de Instant Vérité et dire que l'État est désordonné. Est-ce que, n'est-ce pas peut-être, pardonnez-moi de le dire, votre comportement qui emmène les syndicalistes à tenir de si graves propos? Oui, mais bien sûr, vous savez, si le comportement des dirigeants d'une structure doit amener quelqu'un à dire que l'État est désorganisé, voyez-vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, moi, tout simplement, je souhaiterais que celui qui a tenu ces propos en soit responsable. Mais en ce qui me concerne, ce que je constate, c'est que le même État qu'on dit être désorganisé, c'est ce même État qui a institué l'institution d'où nous relevons, l'université. C'est le même État qui a organisé, qui autorise l'exercice des organisations comme les syndicats. Donc, à mon sens, je pense que c'est vraiment excessif. Alors, c'est excessif de le dire, mais en même temps, en 2012, c'est en 2012 que les universités ont basculé dans le système LMD. Alors, est-ce que cela n'a pas eu des incidences sur les années universitaires et les heures complémentaires ou même les heures en cours? Oui, mais ça ne peut pas avoir une incidence en tant que telle dans l'absolu. Parce que... Mais il y a une incidence. Dans l'absolu, on ne peut pas parler d'incident puisque les mêmes enseignements qui sont exécutés à l'époque, ce sont ces mêmes enseignements qui sont reformatés dans une autre façon de faire aujourd'hui. Et c'est justement ça qui pose problème parce que dans le système LMD, normalement, les heures qu'on déclare, il y a une partie qui revient à l'étudiant, qui doit utiliser pour faire ces enseignements. Or, ici, on a l'impression que toutes les heures
qui sont déclarés dans une maquette reviennent à l'enseignant. Et c'est ça qui fait la difficulté. Alors, je vais vous dire, madame, cette année, par exemple, on a essayé de regarder, à l'issue du contrôle, qu'est-ce qui s'est passé. Et on s'est rendu compte que pour un cours magistral qui doit être exécuté par un seul enseignant, mettons de 30 heures, on s'est rendu compte qu'il y a au moins une dizaine d'enseignants qui vont déclarer avoir fait ce même cours qui devrait être fait par une seule personne. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, justement? Dans ces conditions-là, il y a une erreur qui s'est passée quelque part. Et dans ces conditions, on appelle les enseignants concernés pour dire que tel enseignement qui doit être fait par quelqu'un, une seule personne, ça se trouve, on retrouve le même enseignement sur votre décompte. Mais ceux-là, ils ont reconnu. Ce n'est pas seulement cela. Alors, ils ont reconnu. Quel est donc le problème? Alors, c'est justement le problème qu'on ne comprend pas, puisque dans la mesure où ceux-là même qui sont concernés, les premiers concernés, les enseignants, chez qui on a observé des anomalies. Je vous dis, il y a des cours qui sont programmés pour être exécutés en 30 heures. Il y a des enseignants qui nous présentent des états où ils disent avoir fait le cours en 36 heures. Vous voyez, il y a 6 heures de plus. Quand on appelle ces enseignants qui reconnaissent que c'est une erreur, on corrige. Donc, dans ces conditions-là, si vous êtes venu avec 36 heures, on ne vous paiera que 30 heures. Alors, justement, on va avancer dans le débat. Alors, dans ce système, le système LMD, dites-nous, quelle est la norme en vigueur en ce qui concerne le calcul des heures complémentaires? La norme ne varie pas, c'est la même chose. L'heure complémentaire, je le dis encore une fois, c'est l'heure qu'on fait au-delà des heures dues. Que vous soyez dans le système LMD ou l'ancien système, ce que vous avez fait, si ça dépasse ce que l'État vous demande de faire, ça devient des heures complémentaires. Bien. Vous avez dit tantôt que vous avez remarqué des anomalies, des erreurs dans la déclaration de certains professeurs. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place, mais quel est le système de contrôle que vous avez mis en place pour détecter ces erreurs? Alors, le président Abou Karamoko, lorsqu'il est arrivé, nous a demandé de faire en sorte que ces crises ne surviennent plus. Parce que c'est quand on arrive à la fin de l'année, l'enseignant vient, j'ai fait ceci, on se rend compte qu'il y a eu des erreurs. Il a demandé qu'on mette en place une application informatique qui fait référence à la maquette, mais également au nombre de groupes. Le système va générer systématiquement le nombre de groupes. Si, par exemple, on prend sur la base de 35 étudiants, si vous avez déclaré 35 étudiants dans un 350 étudiants dans un parcours, automatiquement, le système va générer 10 groupes. De sorte que si moi, je déclare avoir fait 8 groupes, que vous, j'espère que peut-être vous accepterez un jour de venir enseigner chez nous. Je le veux bien. Mais pour l'instant, je suis journaliste. Voilà. Alors, si vous déclarez 2 groupes, ça fait les 10 groupes. Si quelqu'un d'autre vient pour dire qu'il a fait un groupe, le système va dire non, c'est fini, il n'y a plus de groupe. Malgré peut-être ces rencontres, malgré ces entrevues, et tout cela, les enseignants-chercheurs sont en grève pour la énième fois. Je vous pose la question, à qui la faute? Non, mais je pense qu'on ne peut pas poser la question en ces termes. Non, je l'ai posé à Johnson Zamena qui était ici, le secrétaire général de la CNE. Non, je vous pose la question. Vous êtes le vice-président quand même de l'université chargé de l'enseignement, de la pédagogie et tout cela. Alors, qui est responsable de cette situation de grève permanente? Mais c'est ce que je dis, il faut que chacun, à son niveau, joue le jeu. On vous dit que pour que vous soyez payé en heures complémentaires, il faut avoir exécuté, mettons, 150 heures. Si vous faites au-delà, on vous paye les heures complémentaires. Professeur Kouadiou. Bien sûr. Qui est responsable de ces arrêts incessants du cours dans les universités? Alors, vous n'allez pas imaginer un seul instant que l'équipe dirigeante va faire en sorte qu'il n'y ait pas de cours dans notre institution. Alors, ce que je veux dire, c'est que, voyez-vous, là, on est au cœur du problème. Nous sommes au cœur du problème en ce sens qu'il n'y a j'allais dire, de valeur que de personnes bien formées dans un pays donné. Oui. Nous sommes au cœur du problème et on va trouver la solution. Tout à fait. Alors, au constat,
Professeur, les enseignants-chercheurs n'apprécient pas du tout le traitement qui leur est réservé. Alors, quel est le consensus nécessaire pour rapprocher les parties afin de sauver vraiment les années universitaires? Alors, de toute manière, comme on l'a toujours dit, tout problème qui se pose à une société, la sortie passe par la discussion. Et le président, son bureau est ouvert. Et il nous instruit, nous tous, que nos bureaux soient ouverts à tous. Aujourd'hui, tout ce qu'il faut faire, c'est de discuter. Mais en discutant dans la vérité. Mais on peut discuter, mais avant de discuter, avant d'appeler la Sénèque à la table de discussion, on peut prendre des mesures fortes. Qu'est-ce que vous proposez pour sortir les universités de l'impasse? Pour qu'on trouve une solution à cela, il faut que chacun joue le jeu. Si moi, j'ai reconnu que j'ai commis une erreur en disant que j'ai fait un cours donné que peut-être je n'ai pas fait, pourquoi le syndicat va s'auto-proclamer défenseur d'une personne qui elle-même a reconnu que ce qu'il a fait est entaché. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Ce que je veux dire, c'est qu'un syndicat, normalement, de mon point de vue, doit prendre en charge des questions qui sont justifiées du point de vue de l'éthique. C'est cela. Autrement dit, les questions prises en charge par la Sénèque ne sont pas justifiées. Mais c'est ce que je vous explique. Quand quelqu'un vient et dit qu'il a fait un cours et qu'on regarde que ce cours en question n'existe même pas dans la Mais qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que la présidence de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, monsieur le professeur, propose pour sortir l'université de l'impasse? C'est la question. Oui, mais c'est la question, c'est ce que je veux dire. Il n'y a pas 36 000 manières que de discuter. Il n'y a pas de mesures fortes à annoncer? Oui, mais quelles mesures fortes vous voulez qu'on annonce? Pour mener la Sénèque à la table de discussion. La mesure forte que nous vous proposons aujourd'hui, c'est de dire que le président est prêt à discuter avec eux pour trouver une porte de sortie. Quelle est la mesure? La mesure, pour c'est amener la Sénèque à la table de discussion. L'appel solennel que nous faisons pour que nos collègues viennent, parce que tout compte fait, il y va de l'avenir de la Côte d'Ivoire, l'avenir des jeunes. Des étudiants. Des étudiants. Donc, tout ce que nous disons, c'est qu'on comprenne qu'avant tout, c'est de l'avenir de la Côte d'Ivoire qu'il s'agit. Qu'on revendique, qu'on nous paye des heures, et je vous le rappelle en disant, en passant, que les salaires sont payés. Ce dont on parle, ce sont des heures complémentaires, que chacun est libre d'exécuter ou ne pas exécuter. Mais quand il a été exécuté et que c'est avéré, le président n'a aucun problème pour le... Je vais vous donner un exemple. Par exemple, pratiquement à la fin de la rubrique, oui. Un dernier exemple. Parmi les enseignements, il y a ce qu'on appelle les sorties de terrain. Les sorties de terrain, il faut pour motiver cela, il faut prouver que vous êtes sorti d'Abidjan pour aller exécuter l'enseignement sur le terrain. Pour cela, il vous faut un ordre de mission et une feuille de route que l'autorité locale que vous avez visitée va signer. Quand quelqu'un vient et puis il n'a pas ces documents-là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous avez constaté ces anomalies. Vous avez constaté qu'il y a eu des erreurs, comme vous l'avez si bien dit, dans le calcul, encore dans la déclaration des heures complémentaires et tout cela. Alors, mais la Sénèque ne veut pas entendre raison. Je mets cela entre les guillemets. Qu'est-ce que vous faites pour sauver cette année qui n'a même pas encore été entamée, puisque l'année 2017-2018 n'est pas achevée pour certaines facultés. 2018-2019 n'a même pas encore commencé également pour d'autres facultés. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas rester sur ces positions. Qu'est-ce qu'on fait? En ce qui nous concerne, depuis que la grève a commencé, on a constaté que les enseignements que nous programmons sont exécutés. Donc, dans ces conditions, nous, on encourage les enseignants à participer à la formation qui va nous permettre d'être émergents. Il n'y a pas d'autre solution que cela.
pourquoi les heures complémentaires des enseignants-chercheurs posent problème dans les universités? Mais en réalité, ça ne pose pas problème en tant que tel, parce que la procédure est sûre de tous. Lorsque, sous ce régime de déclaration des heures, les enseignants déclarent à la fin de l'année leurs heures, il y a toute une procédure de contrôle qui va depuis l'UFR. Il y a un responsable de suivi qui passe par le vice-doyen chargé de la pédagogie, le doyen, et qui vient à notre niveau. Lorsqu'on contrôle ces heures, qu'on a relevé, qu'on ne relève aucune irrégularité, ces heures-là sont payées. Et je dois vous dire que depuis 2 ans, toutes les heures qui ont fait l'objet d'une vérification ont été toutes payées. Aujourd'hui, l'université ne doit pas un seul centime à un enseignant. Tous ceux qui, pour une raison ou une autre, viennent pour dire, et il n'y en a même pas, ce sont les syndicats qui viennent pour dire qu'on doit quelque chose aux enseignants, on leur demande tout simplement de nous envoyer les justificatifs. Si aujourd'hui, les justificatifs nous sont donnés, le lendemain, ils sont payés. Alors, merci professeur Rafian Kouadio d'être venu à Instant Vérité. Merci pour vos éclairages sur la question des heures complémentaires qui fâchent. Mesdames et messieurs, les anciens chercheurs, notamment ceux de la Sénèque, je rappelle que vous êtes le vice-président chargé de l'enseignement, de la pédagogie et de la vie universitaire à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi Instant Vérité. Vous êtes dans Matin Bonheur. Restez avec Alix et Marco pour la suite du programme. Vivement qu'on puisse trouver une solution vraiment avec S majuscule à ce spectacle que nous inflige l'université, vraiment pour le bonheur, on va dire, de ceux qui sont les plus importants dans ce système, c'est les étudiants, les apprenants. Et puis on espère qu'ils vont vraiment s'entendre entre intellectuels, vraiment on devrait pouvoir s'entendre. Ce n'est pas ce qui coince réellement entre intellectuels, on devrait s'entendre pour le bien-être de tous et surtout des apprenants. Prunelle donc de développement de notre pays, la Côte d'Ivoire. Matin Bonheur se poursuit, mesdames et messieurs. On se retrouve dans un instant avec le dernier flash. Dernier point de l'actualité d'un Matin Bonheur. Madame, monsieur, merci de nous suivre. L'Union européenne a renouvelé son Parlement hier. L'extrême droite arrive en tête en France, en Italie, au Royaume-Uni. La liste RN est arrivée en tête avec 23,3% des voix, devant LRM, 22,1%. Le poids des élus d'extrême droite, qu'ils soient français, italiens, hongrois ou britanniques, pèsera sur la composition future du Parlement. Toujours à propos des Européennes, le Premier ministre français Édouard Philippe s'est exprimé à l'issue des résultats. On l'écoute. La recomposition de la vie politique française, initiée par l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, est une réalité durable et incontestable dans le pays. Les anciens clivages ne sont plus, de nouveaux sont apparus. C'est sur cela qu'il faut avancer désormais, l'Europe, l'écologie, la croissance, l'emploi, la justice sociale. Édouard Philippe, Premier ministre français. Marine Le Pen, dont le parti a remporté l'élection en France, a également pris la parole. La confiance que nous ont témoigné les Français en nous désignant comme le premier parti, mais surtout comme le mouvement de la future alternance, est un honneur immense dont nous mesurons la responsabilité. Compte tenu du désaveu démocratique que le pouvoir subit, il appartiendra au président de la République d'en tirer les conséquences. Lui qui a mis son crédit présidentiel dans ce scrutin en faisant un référendum sur sa politique et même sur sa personne. Il n'a d'autre choix, selon moi, au minimum, que de dissoudre l'Assemblée nationale en faisant le choix d'un mode de scrutin plus démocratique et enfin représentatif de l'opinion réelle du pays. On parle de cinéma à présent, Festival de Cannes. Le film Atlantique de la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop a obtenu samedi le Grand Prix du festival. Dans ses remerciements, la cinéaste a eu une pensée particulière pour les rues de Dakar, où a été tourné son long métrage. Des rues dont sont également originaires les acteurs de films, dont l'héroïne Man Bineta Sané.
Je vous propose de suivre quelques réactions de certains lauréats. 안나서 계속 만져보고 있어요. 이게 와 이게 진짜 뭐 어떤 모르겠어요. 근데 뭐 서서히 이제 좀 생각이 정리가 되면 이 기쁨도 더 누릴 수 있을 것 같고 어떻게 보면 형님이나 저한테 뭐 다 어찌 보면 이게 새로운 출발이 될 수도 있지 않을까 그런 생각도 들고요. Je suis pas sûre d'avoir les mots pour exprimer la multitude d'émotions qui me traversent, mais c'est fou quoi. Je suis extrêmement honorée, surtout très honorée, très émue et submergée quoi. C'est un film qui est assez personnel, comme je dis, Les Misérables, je raconte une partie de mon histoire, une partie de ma vie, une partie de la vie de mes proches, des habitants de ce quartier. Donc pour mon premier film, c'était important que ce soit un film qui soit assez personnel. Oui, on a une réponse du président de la République et on est en train d'organiser une projection. Donc voilà, j'ai pas plus d'infos, mais il a eu le message, il a répondu et c'est en cours. Voilà, c'est la fin de ce coup d'œil sur l'actualité internationale. Très belle journée à toutes et à tous. Eh oui, d'autant plus que la vôtre démarre maintenant. Chapeau de roue. Il est content de conclure comme ça. Hein? Vous n'avez pas honte d'abandonner comme ça vos potes sur le plateau? Hein, Régis? Je suis de cœur avec vous. C'est ça, de cœur, de corps. Et de croissant. À demain, Régis. Et bonne conférence de rédaction, c'est comme ça qu'on dit, hein? Oui. Puis on salue tous nos amis et justement, tous la directrice, c'était son anniversaire samedi. Oui, justement. Bah oui. Madame Abiba Dombele Saoui, l'une des plus belles femmes d'Afrique avec son teint magnifique. On la salue, toute proportion gardée. On lui fait un gros bisou. C'est toujours un plaisir de la voir. Une source d'inspiration intarissable. Intarissable. Grande présentatrice aussi, ça fait du bien. Ce sont des visages, hein, les vrais visages de la chaîne RTI, intemporel. Merci beaucoup à vous également d'être avec nous. Matin Bonheur se poursuit, Alix, avec maintenant notre invité qui est là, sauvé par le gong, Monsieur Kwadio Togbo Marius. Voilà, malgré l'embouteillage, c'est fou, hein, ce que nos invités prennent des risques pour venir parce qu'ils font confiance au groupe RTI. C'est pas facile comme ça de se lever à 3h, 4h pour venir faire une émission. Avec tout ce que cela comporte comme risque la nuit, ils viennent. C'est l'occasion pour nous de leur rendre un hommage des plus vibrants. Avec lui, aujourd'hui, nous allons parler d'allocation familiale, disposition en faveur des femmes et des hommes, travailleurs, mariés. C'est juste après ceci. Les allocations familiales sont des sommes versées par la CNPS à des personnes ayant un ou plusieurs enfants à charge. J'en bénéficie. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai un enfant en charge. La somme que je perçois, je remets cette somme directement à sa maman, qu'elle, à son tour, verse sur le compte de l'enfant pour les différentes charges qui sont liées à l'enfant. Les allocations familiales sont des sommes versées aux travailleurs affiliés à une caisse sociale et ayant un ou des enfants à charge. On entend par enfant à charge les enfants dont l'affiliation avec l'allocataire ou son conjoint est établie à l'état civil. Sont également concernés les enfants adoptés, les orphelins à la charge de l'allocataire et les enfants sous tutelle légale. C'est bien d'accepter d'aider les parents, mais c'est encore mieux d'augmenter cette allocation. Voilà, s'ils augmentent, ils vont atteindre leur objectif. Pour pouvoir bénéficier d'une allocation familiale auprès de la CNPS, il faut être régulièrement marié et il faut avoir des enfants à charge. Il faut également être en activité. Quand je parle d'activité, c'est être embauché dans une entreprise. Alors, les papiers à fournir pour pouvoir bénéficier de l'allocation familiale, elles sont de deux ordres. Il y a des papiers qu'on doit renouveler chaque année. Il y a des papiers qu'on doit renouveler tous les 6 mois. Alors, concernant les documents à fournir chaque année, il s'agit du certificat de scolarité de l'enfant, il s'agit d'un certificat d'assiduité ou alors d'un contrat d'apprentissage pour les enfants qui sont en apprentissage. Et il s'agit également d'un certificat de vie et d'entretien pour l'ensemble des enfants que l'assuré a en charge. Maintenant, les papiers qu'il faut fournir tous les 6 mois, il s'agit de l'attestation de travail et d'un certificat médical pour les enfants de moins de 6 mois ou alors, si on a des enfants handicapés, on doit également fournir un certificat médical tous les 6 mois.
Les montants et les conditions pour bénéficier des allocations familiales diffèrent selon les pays. Depuis mars 2018, le montant des allocations familiales en Côte d'Ivoire est passé de 1 500 francs CFA à 5 000 francs CFA par enfant, quel que soit le rang. Autre évolution, la femme mariée qui sollicite le bénéfice des allocations familiales n'a plus à apporter la preuve de l'exercice de la puissance paternelle. En cas de divorce ou de séparation de corps, le parent qui bénéficie de la garde de l'enfant mineur est éligible au bénéfice des allocations familiales. Aujourd'hui, la loi a évolué et les femmes aujourd'hui peuvent aussi prétendre à cette allocation-là lorsqu'elles sont mariées, mais à ce moment-là que leur conjoint n'est pas salarié. Elles aussi, elles peuvent prétendre à bénéficier de cette allocation familiale. On est passé de 1 500 francs à aujourd'hui 5 000 francs par enfant en charge. Et on entend par enfant en charge les enfants régulièrement issus d'un mariage, les enfants adoptés ou les enfants nés d'un précédent mariage lorsque le conjoint est divorcé ou s'est remarié. Les époux peuvent tous deux être éligibles aux droits des allocations familiales, mais seul un pourra en bénéficier. Les droits seront ainsi accordés au premier d'entre eux qui en fait la demande. L'âge limite des enfants pouvant bénéficier d'allocations familiales est de 18 ans pour l'enfant placé en apprentissage ou 21 ans si l'enfant poursuit ses études. Eh oui, notre invité est avec nous en plateau, Monsieur Kwadio Marus, expert en ressources humaines, avec qui nous allons bien sûr échanger sur le sujet des allocations familiales et les dispositions en faveur des hommes et femmes mariés. On va démarrer par les définitions. Déjà, l'allocation familiale, qu'est-ce que c'est? D'accord, merci. Je voudrais, avant mes propos, saluer, comme nous sommes à l'occasion de la fête des mères, saluer toutes ces mères et leur dire que je leur fais un gros bisou. Voilà. Dans votre entreprise, vous avez fait quoi pour les mamans? Soit dit en passant. Pour les mamans, bon, c'est maintenant qu'on va faire il va y avoir une petite cérémonie. Après le jour, là? Oui, parce que bon, il y a eu, il fallait mieux se préparer. Donc nous allons faire ça. Il n'est jamais trop tard pour nourrir nos mamans. Nous, c'était vendredi. Magnifique. D'accord, ok. Donc, en termes de définition, il faudrait dire que l'allocation familiale est une indemnité que les structures de prévoyance sociale, notamment la CNPS ou l'État, accorde, comment on appelle ça, aux bénéficiaires ou alors aux salariés ou aux fonctionnaires au regard de sa situation familiale. Voilà, donc il faut dire que la notion d'allocation familiale, il est vrai que l'aspect le plus connu, c'est le volet allocation familiale elle-même, mais il y a tout un ensemble de prestations qui prennent le vocable de prestations familiales. Par exemple, vous avez l'allocation prénatale ou alors à l'occasion de l'accouchement, par exemple, allocation lorsque la femme accouche, et vous avez la prestation familiale elle-même. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, je rappelle que dans l'élément illustratif, il y a beaucoup d'infos qu'on donne. Si sur le plateau, on vient et on repose la même question, c'est voulu parce que nous voulons une double dose de compréhension, surtout pour ce genre de sujet où c'est très, très méticuleux. Alors, M. Kwadio, qui est responsable de ressources humaines, Alix l'a dit, qui est très au fait donc de toutes ces dispositions-là, justement, parlant de dispositions en faveur des femmes et des hommes travailleurs, quelles sont les différences, les dichotomies, s'il y en a? D'accord. Il faudrait dire que jusqu'à la nouvelle loi sur le mariage, la loi de 2013 sur le mariage, la puissance paternelle appartenait exclusivement à l'homme. Cela veut dire que dans le foyer, lorsqu'il y a un mariage légal, seul l'homme peut introduire un dossier de demande d'allocation familiale. Voilà, donc c'était ça. Et pour que la femme puisse bénéficier, puisse introduire le dossier de demande d'allocation familiale, il faudrait qu'elle puisse bénéficier d'un document, je vais dire, auprès de la justice, qui lui donne la puissance paternelle. Aujourd'hui, ce point a sauté. Cela veut dire que, de façon systématique, lorsque la femme est mariée, elle aussi, elle a la puissance paternelle. Ça, c'est une très grande avancée. Voilà. Ça, elle a déjà la puissance paternelle. Cela veut dire que, donc, désormais, dans le couple, l'homme ou la femme peut introduire le dossier de demande de paiement de l'allocation familiale. Super. Voilà. Maintenant, il
il y a le volet de la femme aussi qui n'est pas mariée. Contrairement à l'homme, quand il n'est pas marié, il ne peut pas introduire de dossier de demande d'allocation familiale. Par contre, la mère célibataire, elle a la possibilité de faire la demande de paiement de l'allocation familiale, à condition qu'elle puisse produire une attestation de puissance paternelle qui prouve que les enfants sont à sa charge et que c'est elle qui s'en occupe. D'accord. D'accord. Et ce qu'importent les fonctions des deux personnes, hein, même si le monsieur travaille, dès lors qu'il octroie la puissance paternelle à la dame, elle bénéficie des allocations. Oui, ça c'est ça. En fait, c'est juste, il appartient. Avant, il y avait une certaine cacophonie qui se faisait. Et dernièrement, il y a une note circulaire au niveau même de la CNPS, la note numéro 475 de cette année 2019, qui clarifie cette situation, qui dit qu'avant, par exemple, il arrivait que l'homme et la femme introduisent les dossiers pour les mêmes enfants. Pour les mêmes enfants. Donc, il y avait des dossiers qui pouvaient être rejetés. Alors, la CNPS a tranché pour dire désormais, pour un même enfant, pas de double demande. Voilà. L'homme peut demander comme la femme peut demander. Comment se font les déclarations à proprement parler? Les déclarations d'enfants, d'abord, dans un premier temps, lorsqu'on est salarié, il faut déclarer d'abord les enfants auprès de son employeur. Comment? Auprès de son employeur, en fournissant les dates de naissance. Simple. Copie intégrale, pas copie? Oui, photocopie comme la pièce originale, de sorte que déjà l'employeur introduit cela dans votre fiche, comment on appelle, dans votre fiche de paye, dans votre fiche technique au niveau dans votre dossier, et que voilà, parce que on va regarder. Certificat de mariage aussi, tout oui, ça. Le certificat. Bon, ça c'est quand vous êtes marié. Ça arrive. Quand vous êtes marié, vous produisez le certificat de mariage ou l'extrait date de mariage. Et ensuite, vous déposez aussi. Ça, c'est pour le volet mariage. Maintenant, pour les naissances, là, c'est l'extrait de naissance de l'enfant que vous déposez. D'accord. Et l'extrait de l'épouse? Oui, l'extrait de l'épouse également. Ah, c'est tout ça? Voilà, c'est tout. Pour l'époux, quand c'est la femme qui doit introduire ça dans son dossier, et de l'épouse, quand c'est l'homme qui doit l'introduire dans son dossier. D'accord. L'extrait de date de mariage où figurent bien sûr les noms des deux personnes qui ont convenu en juste noces. Oui. On a parlé aussi d'une autre disposition en cas de divorce. Oui. Comment ça se passe pour les allocations? Oui, en cas de divorce, le bénéfice de l'allocation familiale court toujours, suivant le fait que l'un ou l'autre a la garde des enfants. Donc la personne qui a la garde des enfants va toujours bénéficier du paiement de l'allocation familiale. Monsieur Kouadio, et si le couple, on a affaire à un couple où le monsieur, par exemple, est dans un pays étranger, la femme est dans un autre pays étranger, comment... Est-ce que c'est à ce niveau-là, on peut faire ce genre de calcul-là? Oui, c'est possible. Là même, par exemple, il peut arriver que le couple soit à l'extérieur et que les enfants soient en Côte d'Ivoire. Là, c'est plus facile, c'est plus simple. Mais lorsque... Non, prenons mon cas là, pour ne pas qu'on comprenne, sinon je vais me perdre. Je veux dire, monsieur, madame est en Chine, monsieur est à Abidjan. Comment ça se passe? Comment on calcule de loin avec les systèmes différents? Comment on fait pour harmoniser tout ça? Non, en fait, je veux dire qu'au niveau de... Comment on appelle ça? Au niveau de la prise en charge des enfants, en fait, le taux, il est unique. Le taux, il est unique pour le paiement de l'allocation, pour la cotisation, la taxe liée au paiement de l'allocation familiale, le taux est unique, qui est de 5,75% sur une base de 70 000 francs de net, je dis plafonné au niveau du salaire. Donc, cela veut dire que qu'on soit en Chine ou qu'on soit en Côte d'Ivoire, pourvu qu'étant en Chine, son salaire soit payé ici, ou bien que de là-bas, la personne continue de cotiser au niveau de la CNPS, parce que pour que l'allocation familiale soit payée, il faudrait que la personne soit à jour de ses cotisations vis-à-vis de la CNPS. Donc, si vous êtes hors du pays et que vous ne contribuez plus au régime social de votre pays d'origine, qui est la Côte d'Ivoire, dans ce cas, vous ne pouvez pas bénéficier des prestations liées à l'allocation familiale. Parlons de taux. Vous avez lâché le mot, on a parlé de taux. Le taux, il est fixe pour tous les enfants ou pour tous les couples, qu'importe le grade des différents travailleurs? Non, au niveau du privé, il n'y a pas de distinction. Au niveau du privé, il n'y a pas de distinction. Qu'on soit, comment on appelle ça, ouvrier, manœuvre ou agent de maîtrise au cadre, c'est le même taux unique. Qui est de combien? Qui est de, je vais dire, par exemple, quand vous avez le salaire, il y a une partie du salaire, c'est-à-dire qui est plafonné à 70 000 francs. C'est sur la base de ça que le taux s'applique. Et le taux est de 5,75%, qui est à la charge exclusive de l'employeur. L'employeur n'y contribue pas. Ça, c'est l'employeur, ça fait partie des charges sociales de l'employeur.
en faveur obligatoire. Voilà, obligatoire en faveur des employés. Et l'ancienneté joue là-dessus? Non, l'ancienneté n'a... Quel que soit le nombre d'années, que ce soit au premier jour ou bien au 25 ans après? Non. La seule ancienneté qui est recommandée avant d'introduire un dossier de demande d'allocation familiale est 3 mois. 3 mois. Lorsque vous avez 3 mois d'activité consécutive, alors vous pouvez introduire un dossier de demande de paiement d'allocation familiale. C'est la seule ancienneté qui est requise, mais le montant, il est unique. Et comme on l'a vu dans l'élément tout à l'heure, avant, c'était de 1500 jusqu'au 31 décembre 2015, et c'est passé à 2500 du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016, et depuis le 1er juillet 2016, c'est passé à 2500 par enfant. Il dit il y a 2500, à 5000 francs plutôt par enfant. D'accord. Là, tout à l'heure, on va rétro-pédaler un peu. Hein. Vous avez parlé d'une disposition par rapport au privé. Par rapport au public, c'est différent? Oui, au niveau du public, c'est différent. Au niveau du public, c'est payé par l'État. Et puis, au niveau du public, la différence se fait entre, soit on est ambassadeur, les ambassadeurs un peu plus favorisés, contrairement aux fonctionnaires ordinaires. C'est la seule distinction qu'il y a. Je suis employé d'une entreprise qui respecte la législation américaine, mais étant sur le sol ivoirien. Comment ça se passe? Non, en fait, toute entreprise qui est installée en Côte d'Ivoire a obligation de contribuer à, comment on appelle ça, à la sécurité sociale en Côte d'Ivoire. Ça, c'est de façon, ça c'est le Code de prévoyance sociale même qui le dit, et les lois, les tests ivoiriens le disent clairement. Donc, si vous êtes ivoirien, que vous servez dans cette structure, évidemment, vous serez déclaré à la CNPS et comment on appelle ça, les cotisations afférentes, ils seront Quid du statut d'expatrié, par exemple, ça ne joue pas? Non, il y a, par exemple, lorsqu'on est expatrié, par exemple, on n'est pas ivoirien, il faut voir le statut du pays d'origine vis-à-vis de la réglementation sociale en Côte d'Ivoire. Par exemple, vous pouvez être, je dis n'importe quoi, vous pouvez être chinois. Est-ce que la Chine a une convention en matière de sécurité sociale avec la Côte d'Ivoire? Si la Chine n'a pas de convention en matière de sécurité sociale avec la Côte d'Ivoire, dans ce cas, il y a quand même le prélèvement qui est fait sur son bulletin, mais lui sera remboursé parce qu'il n'y a pas de convention. Même si vous faites le prélèvement, plus tard, il ne pourra pas bénéficier d'une pension de retraite en Côte d'Ivoire. Cependant, un Burkinabé ou alors un Malien, puisque la Côte d'Ivoire a des conventions avec ces pays-là, que vous soyez en Côte d'Ivoire, et si vous travaillez en Côte d'Ivoire, et que vous contribuez au niveau de la CNPS en Côte d'Ivoire, vous pouvez, ça rentre dans le même cas comme le traitement de la retraite. Comme dans le traitement de la retraite, vous pouvez prendre l'utiliser vos retraites en Côte d'Ivoire, comme vous pouvez utiliser votre retraite à l'étranger. Donc si vous êtes en Côte d'Ivoire, que vous servez dans une entreprise ivoirienne et que vous êtes déclaré à la CNPS, vous payez régulièrement vos cotisations, dans ce cas, vous pouvez bénéficier de l'allocation familiale. Monsieur Kouadio, parlons des paiements des allocations. Est-ce qu'il y a une limitation en fonction des enfants? Bon, au niveau du privé, il n'y a pas de limitation systématique. Généralement, c'est l'âge. C'est l'âge des enfants Donc le nombre n'a... Voilà, c'est l'âge qu'on regarde. Vous dites qu'il n'y a pas de systématique, ça veut dire qu'il y a quelque chose en bas? Oui, en fait, il y a... Généralement, les gens prennent en compte à partir sur le nombre d'enfants déclarables possibles. C'est-à-dire déclarable. Déclarable, vous voyez que au niveau de la CNPS, au niveau de l'IGR par exemple, il y a un taux qui est plafonné. L'IGR qui est, pour rappeler, voilà, l'IGR qui est impôt général sur le revenu. Même si vous avez 10 enfants, tous les 10 enfants ne pourront pas être pris en compte au niveau de l'IGR. Par exemple, au niveau de la fonction publique, vous ne pouvez pas avoir, l'allocation familiale ne peut pas bénéficier à plus de 6 enfants. Voilà, à plus de 6 enfants, par exemple, au niveau de la fonction publique, par exemple. Donc, c'est un peu ça. Donc, le 7e n'est pas pris en compte. Le 7e n'est pas pris en compte. Voilà. Sauf si, parmi les 6 premiers-là, il y a un qui atteint l'âge et qui sort de la couverture. Dans ce cas, le 7e peut être intégré. Finalement, il fait bon d'être marié pour bien bénéficier des allocations? Oui, il fait bon d'être marié, surtout pour l'homme. Surtout pour l'homme, il fait bon d'être marié. Pourquoi pour l'homme et pour la femme? Vous avez stipulé ici que maintenant, monsieur ou madame pourrait bénéficier. Non, oui, je l'ai expliqué tout à l'heure. Lorsqu'il y a le mariage, l'homme peut introduire le dossier directement. Mais quand il n'y a pas de mariage légal, l'homme ne peut pas. Par contre, la mère célibataire, si elle a à charge les enfants, elle peut introduire le dossier de demande d'allocation
familial. Donc l'homme est toujours à la manette oui, sur ce plan, l'homme est un peu du défavorisé. processus. Voilà. Soyez pas triste, ma très chère. L'homme est défavorisé, il vient de le dire. Merci. Merci beaucoup à vous d'être restés en notre compagnie, mesdames et messieurs, dans cette matinale avec aux manettes Jacques Bourg. Regardez bien le nom des personnes qui défilent. C'est grâce à ces personnes-là que depuis bientôt 8 mois, nous avons la chance et surtout le courage d'être en votre compagnie en direct. Dans 24 émissions, ce sera la fin de la saison. Exactement. Exactement. On espère que vous avez commencé à penser aux vacances, à préparer les enfants pour les examens de passage, tout ça. Demain, nous reviendrons avec le droit. On parlera donc de cas de contrat de bail à usage d'habitation avec le juge Souané qui nous fera l'honneur de son insigne auguste présence. Merci d'être resté dans notre compagnie. Alix, très bonne journée. Bonne journée à vous bonne journée et à vous vous. tous. Merci. Ciao, ciao.